Bonsoir, merci d'être venu. Je vais essayer de vous parler de la lumière à travers les siècles, c'est-à-dire de comment on voit la lumière depuis que l'homme regarde et comment notre vision elle a évolué. Et donc, il y a un jeu de mots dans le titre, et donc évidemment, il y a un petit clin d'œil au siècle des Lumières qui a été résumé par Emmanuel Kant par une phrase. Il a un petit opus qui s'appelle Qu'est-ce que les Lumières ? Et le titre, c'est Ose savoir. C'est comme ça qu'il résume donc le siècle des Lumières en une phrase. Et donc, on va appliquer l'esprit des Lumières à la lumière pour essayer de comprendre ce que c'est. Et donc, c'est une histoire très ancienne. Si vous allez regarder les Saintes Écritures, il est écrit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et puis, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Donc, le fait que la lumière soit le messager de Dieu, c'est dans pratiquement toutes les religions, c'est pas une surprise non plus parce que c'est assez récent que la lumière elle tombe plus du ciel, mais il y a quand même pas si longtemps, la principale source de lumière c'était quand même le soleil, la lune et les étoiles et rien d'autre ou pratiquement rien d'autre. Et donc que ce soit un messager de Dieu c'est dans pratiquement toutes les religions. C'était le lien qui nous reliait le ciel et la terre. Et donc mis à part cette approche théologique, les premières approches scientifiques et premières réflexions sur la lumière datent, en tout cas pour l'Europe, de l'Antiquité. Pour les autres continents, c'est un peu plus difficile à trouver des informations. Et comment on voit les objets. Donc ça a été la question première, c'est comment est-ce qu'on fait qu'on voit, comment il se fait qu'on voit, et on trouve déjà, en tout cas dans l'Antiquité, un traité d'Euclide sur l'optique et la catadioptrie, qu'on arrive à trouver en ligne vers 300 avant Jésus-Christ. Et puis, pour Euclide, qui fait un peu un résumé des connaissances de l'époque, il n'y a pas de lumière en dehors du champ de vision. Et donc, la lumière sort de l'œil et va vers l'objet. Et donc ça, quand j'ai découvert ça en fouillant un peu les données, ça m'a complètement surpris parce que, évidemment, vous savez que c'est l'opposé. Mais comment est-ce qu'ils en sont arrivés à cette conclusion-là ? J'ai toujours pas compris. Et en particulier, si c'était vrai, on pourrait voir dans le noir. Et puis si on ne voit pas dans le noir, c'est que c'est pas ça. Donc il y a quand même un argument très simple, c'est si c'était vrai, pourquoi on ne voit pas dans le noir ? Et donc, mais pendant très longtemps, cette idée que c'est l'œil qui est à l'origine de la lumière va demeurer assez longtemps, même si elle n'était pas partagée par tout le monde. Et puis, on trouve aussi des premiers travaux sur la propagation de la lumière par Héron d'Alexandrie. Donc, et il s'est pas mal intéressé au miroir. Et en particulier, il a réussi à avoir une loi très simple pour essayer d'expliquer la propagation de la lumière, qui dit que la lumière, elle avance en ligne droite, ce que tout le monde savait déjà. Et lui, il traduit ça en disant qu'elle va choisir le chemin le plus court d'un point à l'autre. Et cette approche-là, qui est très simple, on la retrouvera au cours des siècles et même dans d'autres domaines de la physique. Et en particulier, donc, si vous avez un rayon, donc si vous êtes, alors, bon, on va prendre autre chose alors, on va prendre une vision moderne parce que le rayon sort pas de l'œil, donc si l'objet est là et que vous le regardez directement, le rayon lumineux va directement de l'objet vers votre œil. En ligne droite, c'est le chemin le plus court. Et s'il passe par le miroir, vous pouvez essayer de trouver tous les chemins possibles. Et celui, effectivement, est le chemin le plus court. Donc, en passant par le miroir. Donc, ça marche, cette approche de Héron d'Alexandrie, en disant la lumière choisit toujours le chemin le plus court, que ça soit en ligne droite ou par rebond sur le miroir, marche bien. Et on retrouvera cette approche beaucoup plus tard. Et donc, mais il n'y a pas vraiment d'expérience, démonstration scientifique. Enfin, en tout cas, dans leur texte, aucune démonstration scientifique n'apparaît. Ce sont un peu une approche assez philosophique. Et les premières expériences vraiment scientifiques sur la lumière et qui vont révolutionner l'optique et même la science, ça vient de Alhazen, donc il y a un peu plus de 1000 ans. Et en fait, Alhazen a déjà, première révolution, pour lui la lumière, elle existe indépendamment de l'observateur. Donc ça, c'est un vrai changement par rapport à l'Antiquité. Et puis, donc ça veut dire que la lumière vient de l'objet et va vers l'œil.
Donc c'est un vrai renversement. Et puis Alazen, donc il était à Bagdad et il a passé pas mal de temps à étudier la lumière, à faire des expériences, et il a publié un traité d'optique en 7 volumes et qui a entre 1015 et 1021. Et donc 1015, c'était le millénaire l'an dernier. C'est pour ça que l'UNESCO avait déclaré l'année 2015 année mondiale de la lumière en hommage à Alazen et ses premiers travaux. Et il est considéré un peu comme donc un pionnier de la méthode scientifique, et on peut le voir dans certains de ses écrits. Il écrit lui-même sur la lumière que nous devons progresser dans notre enquête et notre raisonnement progressivement et méthodiquement, en critiquant les postulats initiaux et en avançant avec prudence vers les conclusions. Notre objectif dans tout ce que nous faisons doit être l'objet d'une inspection et d'un examen rigoureux, en évitant de suivre les préjugés et en prenant soin dans tout ce que nous jugeons et critiquons de ne pas perdre de vue que nous cherchons la vérité et de ne pas nous laisser influencer par une quelconque opinion préconçue. Donc c'est un vrai traité de démarche scientifique qui a 1000 ans maintenant. Et donc pour Alazen, il va développer toute une série d'expériences pour essayer de comprendre la lumière. Et pour lui, l'œil est un instrument d'optique, ce qui est aussi complètement nouveau. Il va inventer la chambre noire pour faire ses expériences. Et donc comme là, bon, c'est une représentation qui est beaucoup plus récente que l'époque d'Alazen, et donc il va prendre la lumière du soleil et puis projeter des images et essayer de comprendre. Et en particulier, il va prendre des lampes et il va regarder des lumières, les rayons lumineux qui se croisent sans interagir. Donc c'est quelque chose pour nous qui est assez évident, parce que là vous avez un faisceau lumineux qui va du rétro du vidéoprojecteur jusqu'ici. Si j'en mets un à travers, il ne va pas changer l'image que je vois là. On le sait tous, mais à l'époque d'Alazen, c'était pas évident, et c'est le premier à avoir vérifié ça. Si ça avait été un jet d'eau, par exemple, les jets d'eau auraient interagi en chemin et vous n'auriez pas eu la même chose ici. La lumière se traverse comme en ignorant qu'elle se traverse. Donc Alazen a vérifié ça avec des lampes, il a allumé, il a fait toute une série d'expériences, et puis il a commencé à faire des images, et en particulier, il a découvert que l'image, si l'œil était un instrument d'optique, l'image devait être à l'envers dans l'œil, et ça c'était quelque chose qui l'a perturbé, et il n'a pas vraiment trouvé de solution à ce problème-là. Et donc, une des questions qui va sortir de l'époque de Alazen il y a 1000 ans, c'est comment perçoit-on les objets et pourquoi on ne les voit pas à l'envers. Et donc là, on va faire un bond dans les siècles, et on arrive à la Renaissance avec Léonard de Vinci. Et Léonard de Vinci s'est posé le même problème qu'Alazen, c'est si l'œil est un instrument d'optique et que l'image va s'imprimer au fond de la rétine, comment ça se fait que l'objet qu'on regarde, on ne le voit pas à l'envers? Et donc, Léonard de Vinci n'a pas trouvé la solution, et la première personne qui a proposé une solution qui est acceptée par tous maintenant, c'est Kepler, qui a aussi beaucoup travaillé sur l'optique. Alors Kepler, c'était un mathématicien qui a été embauché par Tycho Brahe pour essayer de comprendre le mouvement des planètes. Tycho Brahe était un des plus grands astronomes de cette époque-là. Il était le mathématicus du prince à Prague, et il était convaincu que Copernic avait faux et que c'était bien la Terre qui était au centre de l'univers et pas le Soleil comme Copernic. Et il voulait démontrer, avec les milliers de données qu'il a accumulées tout au cours de sa vie, que Copernic avait faux. Et il a embauché Kepler pour faire les calculs à sa place, et heureusement pour Kepler, Tycho Brahe est décédé. Kepler a pu lui piquer toutes ces données et démontrer que non seulement Copernic avait raison, mais il a établi ce qu'on appelle les lois de Kepler sur le mouvement des planètes. Mais avant d'établir les lois du mouvement des planètes, il a dû corriger toutes les données de Tycho Brahe, parce que quand on voit une étoile à l'horizon, sa position réelle n'est pas la position qu'on voit nous. Et donc il a fallu, pour ça, modifier toutes les données de Tycho Brahe par des traités d'optique. Et donc Kepler a beaucoup travaillé sur l'optique pour corriger les données de Tycho Brahe. Et donc, il propose, comme explication au fait que l'on ne voit pas à l'envers, que c'est le cerveau qui retourne l'image. Et ce n'est pas un phénomène d'optique, c'est notre cerveau qui fait ça. Et c'est encore l'explication admise de nos jours. Et Kepler donc, va continuer, comme je vous l'ai dit, pour comprendre les données expérimentales sur la position des étoiles et du Soleil à l'horizon. Donc,
Et il va être le premier à commencer à établir des lois sur la réflexion. Donc là, nous, on est sur Terre, on a l'atmosphère, et les rayons lumineux, quand ils pénètrent l'atmosphère, sont tordus. Et donc, nous, on imagine que la lumière va en ligne droite, donc que l'étoile, elle est ici, alors qu'elle est ici, quand elle est sur l'horizon. Et donc, il faut corriger. Donc, Tycho Brahe a mesuré les angles, et donc imaginé que les étoiles étaient là, et Kepler, grâce à ce traité d'optique, a trouvé la position réelle des étoiles ou des planètes observées par Tycho Brahe. Et donc, c'est exactement ce qu'il a fait. Donc, l'étoile, voilà, l'astre observé est là, alors que nous, on imagine que la lumière va en ligne droite et qu'il est posé ici. Et donc, Kepler est le premier. Les lois qu'il a proposées ne sont pas les bonnes lois. Ils sont valables que pour des angles assez faibles. Et puis, il faudra, donc c'est en 1604 et 1611, il propose ses premières lois sur la réfraction de la lumière. Après, il y a Snell en Hollande qui va aussi proposer des lois vers 1621, mais apparemment, il n'a pas publié. Et puis, c'est Descartes qui va proposer la loi de la réfraction. Donc, en France, on l'appelle la loi de Descartes. Ailleurs, elle s'appelle la loi de Snell-Descartes. Et qui va donner une loi qui permet de connaître la relation entre les angles avant l'atmosphère et dans l'atmosphère. Ça peut être aussi dans l'eau, l'air et l'eau, par exemple. Et donc, une des applications, si vous êtes en revanche ici en dehors, je crois que c'est ça, oui, si vous êtes ici en dehors et que vous regardez un poisson qui est là, vous allez imaginer qu'il est en ligne droite par ici, ou une clé. Alors, j'ai mis ça, voilà. Alors, j'ai mis un cadenas d'amour qui est tombé dans... Voilà. Un cadenas qui est par ici. Vous voulez le repêcher. Il est par ici, mais vous allez le voir en ligne droite et vous allez imaginer qu'il est là. Et donc, les pêcheurs connaissent ça, surtout ceux qui pêchent à la lance. Les poissons ne sont pas où vous les voyez. Et donc, quand vous faites de la pêche, il faut tenir compte de ces lois de l'optique pour comprendre comment les objets sont, où ils sont placés. Donc, ces lois de Descartes, donc, introduites d'abord par Kepler, Snell et Descartes, sont très importantes pour comprendre donc, la modification des trajets de la lumière quand on passe d'un milieu à l'autre. Et Pierre de Fermat, un peu plus tard, moins d'un siècle plus tard, va refaire une autre approche qui ressemble à celle de Héron d'Alexandrie. Et il va dire que la lumière, elle, ne choisit pas le chemin le plus court, parce que le chemin le plus court, c'est la ligne droite entre A et C. Il choisit le chemin le plus rapide, et en disant que la lumière n'allait pas à la même vitesse dans l'air et dans l'eau, ou alors dans l'espace et dans l'eau. Et donc Fermat va révolutionner cette approche des lois de déplacement de la lumière. Et Descartes, par exemple, va combattre très longtemps, va combattre toute sa vie l'approche de Fermat en disant que la lumière, elle ne peut pas calculer, elle ne peut pas savoir, elle ne peut pas choisir. Donc l'approche de Fermat n'est pas correcte. C'était un débat philosophique. Maintenant, la science moderne est basée sur une approche dite de Fermat pour d'autres lois de la physique. Donc on sait maintenant comment se déplace la lumière. Et vous voyez que donc Fermat, lui, avait parlé de chemin le plus rapide, donc il fallait savoir que la lumière a une vitesse. Et ça, c'est pas quelque chose d'évident. Par exemple, à la zen, la lumière, elle est instantanément là, il n'y a pas de vitesse de déplacement. C'est instantané. Est-ce que la lumière, elle se déplace, elle a une vitesse, ou est-ce qu'elle apparaît instantanément ? C'est une des grandes questions aussi à laquelle ont abordé les scientifiques, toujours à la Renaissance. Et le premier à s'être lancé dans des expériences pour mesurer la vitesse de la lumière, c'est Galilée, dans un traité. Et en fait, Galilée a mis deux bonhommes séparés sur une colline, et ils communiquaient avec des signaux lumineux. Donc quand il y en a un, il avait une lampe, il l'allumait ou il l'éteignait. Dès que lui, assez éloigné, voyait la lampe s'allumer ou s'éteindre, il devait aussi allumer et éteindre. Puis après, il les a éloignés de plus en plus et il essayait de chronométrer la différence de temps en fonction de l'éloignement entre les deux clignotements. Et il a noté qu'il n'y avait pas de différence notable, évidemment, parce qu'on sait de nos jours que la vitesse va tellement vite que, vu les distances qu'il a prises en compte, c'était impossible à percevoir à l'œil nu. Et c'était même assez naïf de la part de Galilée, parce que
c'était un fin observateur des planètes et des étoiles, et il a dû faire des petits calculs, j'imagine, de vitesse de déplacement des planètes. Et s'il arrivait à voir le clignotement, ça veut dire que la lumière était tellement lente qu'elle était plus lente que le déplacement des planètes, et on ne sait pas comment elle serait arrivée sur Terre. Donc c'était une expérience naïve, mais comme Galilée a introduit vraiment la démarche expérimentale en science, je pense qu'il a aussi voulu vérifier cette hypothèse. Et donc Galilée conclut que si, en 1638, la lumière a une vitesse, elle est très rapide. La première détermination de la vitesse de la lumière, elle est due à Euler-Romer, qui est un Danois, qui lui n'est pas une mesure directe, mais c'est lié à des observations, toujours astronomiques, sur le déplacement des lunes de Jupiter. Donc vous avez Jupiter qui est là, assez éloigné, et puis un des satellites de Jupiter, Io, qui était observé régulièrement, avait un mouvement qui n'était pas très régulier, et ça a perturbé pas mal les scientifiques, parce qu'il y avait déjà les lois de Kepler, on connaissait les lois de mouvement des planètes, et normalement le mouvement devait être régulier. Or, il y avait un décalage qui pouvait aller jusqu'à 20 minutes entre l'apparition et l'éclipse. Donc quand le satellite passe derrière, on ne le voit plus depuis la Terre, et là il réapparaît. Et les éclipses de ce satellite Io pouvaient décaler de jusqu'à 20 minutes. Et l'explication que Euler-Romer donne à ça, c'est que la distance Terre-Jupiter n'était pas la même à chaque observation, et que la lumière, elle mettait plus de temps pour parcourir la distance Jupiter-Terre dans ce cas-là que dans ce cas-là. Et ce décalage de 20 minutes pouvait être expliqué par la différence de distance entre la Terre et Jupiter. Et à partir de ça, avec des calculs, il a pu estimer la différence de distance entre la Terre et Jupiter et proposer une première estimation de la vitesse de la lumière. Et il est arrivé à 220 000 km par seconde, ce qui n'est pas trop mal. De nos jours, c'est 300 000, donc l'ordre de grandeur au moins était correct. Et cette idée a été reprise par de nombreux autres astronomes, Cassini, qui était chef de l'Observatoire de Paris, Newton, Delambre, tous ces gens-là ont refait des calculs similaires pour essayer d'avoir une estimation plus correcte de la vitesse de la lumière. Cette vitesse de la lumière, en fait, ça a continué, et là on va refaire un bond dans les siècles, et la première expérience scientifique pour mesurer cette vitesse, elle date du milieu du 19e siècle, et c'est l'expérience de Fizeau. Donc il va reprendre l'idée de Galilée, entre Montmartre et le Mont Valérien à Paris, distant avec 8,6 km, mais avec un instrument qui est un peu plus performant que l'œil pour voir les clignotements. Et il a inventé une machine qui est celle-là, qui est représentée ici, et qui est une idée assez simple. Donc, il prend une source lumineuse, il a un miroir réfléchissant, il l'envoie, donc par exemple sur le Mont Valérien, jusqu'à Montmartre, elle revient, et puis il fait passer ça à travers une roue dentée, et donc il va faire des clignotements, et il va mesurer le temps qu'il faut à la lumière pour faire un aller-retour. Et donc ce système est plutôt comme ça. Donc là, avec le miroir, la lumière est envoyée, de temps en temps interceptée, de temps en temps il y a un trou, il y a le faisceau lumineux, il s'en va, de temps en temps il est intercepté, donc ça clignote, et puis la lumière fait un aller-retour, et s'il a tourné la roue juste assez bien, au moment où il fait l'aller-retour, il peut éteindre toute la lumière qui arrive. Et donc la roue, il calcule la vitesse à laquelle la roue doit tourner pour éteindre la lumière complètement, le temps qu'il lui faut pour faire un aller-retour. Et donc avec cette machine, il peut atteindre des vitesses très élevées et il peut en déduire. Alors il avait déjà une estimation de la vitesse de la lumière grossière, donc il avait un avantage sur Galilée, mais il a pu faire une détermination de la vitesse de la lumière par une méthode expérimentale, c'est-à-dire mesurée par l'homme et pas avec des calculs astronomiques, et il arrive à 315 000 km par seconde, ce qui est un peu plus proche de la donnée de nos jours. Alors de nos jours, on sait que la vitesse de la lumière, c'est 299 792,458 km par seconde, et c'est devenu une constante fondamentale de la nature depuis 1983, et donc ça ne bouge plus. C'est fixé par l'homme, et ça ne bouge plus. Et si jamais on arrive à faire une mesure plus précise, ça sert à définir le mètre, donc ça va faire changer le mètre, mais la vitesse de la lumière ne change pas. Donc plus la mesure de la vitesse de la lumière est précise, plus la définition du mètre est précise, mais cette vitesse ne change plus. C'est fini.
Et a priori, l'évolution dans les définitions des unités fait qu'il n'y a pas de raison que ça change. C'est cette démarche qui va être utilisée pour les autres unités avec des constantes fondamentales. Donc on a pas mal progressé, donc même je suis arrivé au milieu du 19e siècle, on va revenir en arrière. Donc on sait maintenant que la lumière, elle avance tout droit, que c'est des rayons lumineux, qui se comportent sur les miroirs ou en changement de milieu avec des lois qu'on appelle réflexion pour les miroirs, réfraction quand on passe dans du verre ou dans l'atmosphère. Et puis, on sait qu'elle se déplace à une certaine vitesse. Et donc, l'approche de Fermat ou l'approche de Descartes sont tous les deux corrects. Maintenant, la lumière, c'est pas seulement des faisceaux lumineux, c'est aussi de la couleur. Et donc, d'où vient la couleur? À quoi elle est due? C'est aussi une grande question auquel se sont attachés de comprendre les scientifiques. Et donc, d'où viennent les couleurs? Un des premiers traités sur les couleurs est dû à Isaac Newton. Et Isaac Newton, lui, a fait des expériences sur la lumière qui nous venait du soleil et l'a décomposée à travers un prisme. Et il a montré que la lumière blanche qui nous venait du ciel pouvait être décomposée dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et donc c'était un mélange de plusieurs couleurs. Et si on fait cette expérience, parce que l'angle de déviation dépend de la couleur, il a réussi à montrer donc tout ce spectre de couleurs qui nous venait du ciel. Et après, il a réussi à les recomposer et puis à montrer que si on le remélangeait toutes, on aurait obtenu de nouveau de la lumière blanche. Donc le premier à avoir testé ça, c'est Newton. Et donc après, une fois que vous avez décomposé la lumière, vous pouvez mettre un cache. Par exemple, vous enlevez le jaune, vous enlevez le rouge, et puis vous pouvez mélanger des couleurs différentes, et puis faire des expériences et voir comment les couleurs se mélangent. Et en définir 3 couleurs primaires qui permettent par mélange, de retrouver les autres. Alors, les couleurs primaires, vous avez sûrement appris ça quand vous étiez tout petit en faisant de la peinture à l'école. Et donc, si on mélange du jaune et du bleu, vous savez que ça donne du vert, et ainsi de suite. Et si on mélange toutes les 3 couleurs primaires, on a un gris coloré. Donc ça, c'est pour la peinture. En optique, c'est pas exactement la même chose. Donc, on a des lois pour la peinture et des lois pour l'optique. Et si vous mélangez les 3 couleurs primaires, vous n'obtenez pas du gris, vous obtenez du blanc, la lumière blanche. Et donc, ce n'est pas exactement les mêmes couleurs primaires ni les mêmes lois pour le mélange. Et ça encore, c'est le cerveau qui fait le mélange. Si vous êtes daltonien, ce qui est mon cas, vous voyez pas le monde de la même façon. On a les mêmes couleurs primaires qui rentrent dans notre œil, mais on n'a pas les mêmes mélanges et on ne voit pas le monde de la même façon. Donc c'est le cerveau, avec les capteurs qu'il y a au fond de l'œil, qui fait ce mélange-là, mais on a bien des couleurs distinctes qui, quand elles se mélangent, sont reconstituées comme ça par le cerveau. Et puis, donc ça nous permet, ces couleurs primaires, en fonction du mélange, ce qu'a montré Newton, si vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel mélangées pareil, vous retrouvez la lumière blanche du soleil. Si vous êtes avec plus de rouge et moins de bleu, vous aurez une lumière plutôt chaleureuse, un peu si les lampes au tungstène, lampes rouges. Et puis si vous êtes, par exemple, l'ombre en hiver, qui a une lumière un peu plus froide, il y a plus de bleu et moins de rouge. Donc vous avez, comme ça, reconstitué les lumières. Et maintenant, on fait ça avec des diodes et on arrive à refaire de la lumière blanche avec quelques lumières primaires. Donc, on a progressé dans notre compréhension de la lumière. On sait que c'est des rayons qui se déplacent en ligne droite. On arrive à comprendre que la lumière qui nous vient du soleil, en fait, il y en a plusieurs sortes qui sont de couleurs différentes, mais qui sont remélangées par l'œil pour avoir les lois sur les couleurs. Mais on ne sait toujours pas ce que c'est que cette lumière. Comment ça se fait qu'il y a des lumières de couleurs différentes? C'est quoi qui les distingue? C'est quoi la différence entre un rayon rouge et un rayon vert ou un bleu? Et là, il y a 2 écoles qui se sont battues pendant pas mal d'années avec 2 approches. Est-ce que la lumière, c'est des petits grains qui se déplacent ou est-ce que la lumière, c'est une onde? Donc la réponse qui a été apportée après Newton, donc Newton, lui, pensait que c'était des grains et d'autres pensaient que c'était une onde. Et la réponse de l'époque, c'est la lumière est une onde et c'est ce qu'on apprend tous à l'école de nos jours. Donc la grande question, c'est est-ce que c'est une onde ou une particule? Donc pour Huygens, physicien hollandais à Paris, c'était une onde, il n'y avait aucun doute là-dessus. Et pour Newton, c'était une particule, il n'y avait aucun doute là-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une onde? Je ne sais pas si vous êtes tous physiciens dans la salle. Donc une onde, c'est un peu comme les vagues à la surface de l'eau. Et c'est une onde. Et puis on peut caractériser l'onde par 2 grandeurs, qui est la hauteur de la vague,
et puis la distance entre deux vagues. Et donc, comment savoir est-ce que la lumière est une onde ou est-ce que la lumière est plutôt des grains? Les expériences, on peut faire ça avec des expériences. Et les premières expériences qui ont démontré que la lumière était bien une onde, c'est ce qu'on appelle les fentes Young, que je vais tenter de vous expliquer. Et donc Young a montré qu'avec une source de lumière unique, il a mis un cache opaque et il a mis deux petites fentes, beaucoup plus resserrées que ça sur le dessin, et on met derrière un capteur et on regarde ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'on observe? Quelque chose d'assez miraculeux. On observe des rayures, c'est-à-dire que quand on met de la lumière plus de la lumière, parfois ça fait plus bruyant, et quand on fait de la lumière plus de la lumière, ça peut devenir noir, rien. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Et donc l'explication des fentes Young, ça s'appelle des interférences, le mot scientifique, et ce qui permet de dire sans ambiguïté que la lumière est bien une onde. Alors je vais essayer. Donc ça, c'est l'expérience de Young. La mise en équation et la compréhension complète du déplacement de la lumière, elle est due à Augustin Fresnel, qui a fait ses expériences dans le village de Mathieu, qui est juste là, à quelques kilomètres d'ici. Et si vous allez vous balader dans Mathieu, il y a une plaque sur la grange dans laquelle il a fait ses expériences. Et il a marqué, voilà, la maison d'Augustin Fresnel, la famille, donc, dans la maison où Fresnel a fait ses expériences. Donc je ne vais pas vous montrer les équations de Fresnel, parce que ça ne va pas être simple, mais je vais essayer de vous expliquer comment marchent les interférences de façon intuitive. Donc si on envoie des ondes, comme des vagues, à travers deux fentes, les ondes vont venir s'ajouter ici, et puis on a quelque chose comme ça. Donc on a deux ondes qui viennent, une du trou de gauche, une du trou de droite. Si jamais elles sont bien alignées, c'est-à-dire que les crêtes se superposent bien, on va avoir une vague beaucoup plus grande. Maintenant, si vous décalez un peu, il y en a une qui aura un chemin à parcourir un peu plus long, et puis la crête, si vous êtes bien décalé, la crête de l'un va correspondre à un creux de l'autre. Et dans ce cas-là, on est dans cette configuration-là, et donc un trou plus une crête, ça va donner quelque chose de plat. Et donc, le fait que, rien qu'en se décalant, on décale le chemin parcouru, et donc on passe de cette configuration-là à celle-là, puis de nouveau à celle-là et à celle-là, c'est la preuve que la lumière est bien une onde lumineuse. Et il y a d'autres expériences qui permettent de le vérifier. Ça s'appelle la diffraction. Donc même avec un seul trou, on peut avoir des images un peu bizarres où on retrouve ce phénomène que lumière plus lumière peut être égal à du noir, qui est quand même quelque chose d'assez étonnant quand on n'a pas l'habitude. Et donc on peut, avec des formes un peu bizarres, un laser et puis des trous, des formes bizarres, on peut faire des petites expériences comme ça et avoir des rayures et retrouver ça. Et si vous pouvez même le faire, alors ici il n'y a pas assez de jour, mais quand il fera jour, vous prenez vos doigts et vous avez une petite fente entre deux doigts, vous regardez là une source lumineuse en resserrant bien, vous allez voir, entre vos doigts il y a des rayures, c'est de la diffraction. Donc il n'y a pas besoin d'instruments de physique très sophistiqués, deux doigts, une source lumineuse, vous rapprochez ça de l'œil, si vous serrez vos deux doigts, vous verrez il y a des rayures qui apparaissent. C'est exactement ce phénomène-là, des ondes qui sont en opposition, et vous avez une crête plus un creux qui s'annule, et vous avez la lumière qui disparaît. C'est pour ça que ça fait des rayures, et donc on a quelque chose comme ça. Donc avec un simple faisceau laser et une lampe, ça se fait de façon très simple. Donc on a de nouveau progressé. Là, on est arrivé au XVIIe siècle. On sait que la lumière, c'est une onde maintenant. On sait comment elle se déplace, on sait qu'elle a une vitesse à cette époque-là, et puis on a compris que les couleurs, c'était en fait lié à la distance entre deux crêtes, c'est-à-dire la longueur d'onde. Plus c'est resserré ou plus la distance entre deux crêtes change, plus ça change la couleur. Donc c'est lié à ça. On a aussi compris ça au XVIIe siècle. Mais c'est quoi cette onde? Donc les vagues, c'est dans l'eau. On voit très bien, c'est de l'eau qui bouge. Mais le son, c'est une vibration de l'air. Mais c'est une onde aussi, c'est une vibration de l'air. Mais cette lumière, c'est quoi comme onde? Et en fait, est née 18e, 19e siècle une autre science qu'on appelle l'électromagnétisme, qui vient de l'électricité. Électricité, ça vient du grec électro, qui veut dire ambre. Et en fait, c'est connu depuis l'Antiquité aussi. Quand on frotte une résine ou de l'ambre avec des poils ou avec de la laine, ça fait des étincelles.
et d'où le mot électro qui est devenu l'électricité plus tard. Le magnétisme, ça vient d'une pierre, c'est une zone d'Asie mineure où il y avait des pierres qui étaient des aimants qui indiquaient le nord, et donc le mot magnétisme vient de la Magnésie, qui est une région d'Asie mineure. Et déjà, il y a 2500 ans, les Chinois avaient des boussoles pour trouver le nord. Et donc c'est quelque chose qui est assez connu aussi. Mais c'est devenu quelque chose de scientifique après la Renaissance, et le 19e siècle a été vraiment le siècle de l'électricité et du magnétisme qui a révolutionné le 20e siècle dans les applications derrière. Et donc, on sait que la lumière est une onde électromagnétique. Alors la démonstration, elle n'est pas simple à faire, donc je ne vais pas rentrer beaucoup dans le détail, mais on a quelques personnages qui entrent en jeu là-dedans. On a par exemple Maxwell qui a passé 10 ans de sa vie à synthétiser toutes les connaissances sur l'électricité et le magnétisme obtenues en une série de quelques équations qu'on appelle les équations de Maxwell et qui arrivent à résumer tout ce qu'on sait en électricité et magnétisme en une poignée d'équations. Donc c'est un travail assez phénoménal. Et après, à partir de ces équations, on a fin 19e Hertz qui va démontrer qu'à partir des équations de Maxwell, que la lumière est bien une onde et va pouvoir expliquer le spectre lumineux, c'est-à-dire les couleurs et tout ce qu'on a compris. Et puis, se pose la question, donc la lumière, elle est là. Si la distance entre les vagues, ça nous donne les couleurs. Maintenant, est-ce qu'il y a de la lumière invisible de part et d'autre? C'est-à-dire, si c'est une onde électromagnétique, il n'y a pas de raison qu'elle ait que cette longueur d'onde-là. Et est-ce qu'on a des ondes électromagnétiques qui sont comme de la lumière, mais que notre œil n'arrive pas à capter? Donc, existe-t-il une lumière invisible? Donc, la réponse, elle est oui. Elle est même dessinée là-dessus. Si vous avez des grandes distances, on a des ondes radio, vous avez les infrarouges, la lumière, après les ultraviolets. Et si vous êtes de plus en plus rapproché, donc des énergies de plus en plus grandes, vous avez après les rayons X et les rayons gamma qui viennent de la radioactivité. Mais ça date là du début XXe siècle, et un des expérimentateurs qui a montré au moins une des lumières invisibles, c'est William Herschel, qui a découvert les infrarouges, c'est-à-dire qui correspondent, qui est une façon de mesurer la température de nos jours. Donc ça, on sait maintenant, à la fin du 19e, grâce à l'essor de l'électromagnétisme, que la lumière, c'est une onde électromagnétique. Et il y a encore quelques questions qui restent à résoudre, c'est comment ça oscille. Les vagues, elles sont toujours verticales à la surface de l'eau, mais la lumière, elle se déplace pas à la surface de l'eau. Donc est-ce qu'elle oscille verticalement? Est-ce qu'elle oscille horizontalement? Est-ce qu'elle oscille de travers? Est-ce qu'elle oscille le long de déplacements comme le son? Tout ça, c'est pas bien clair. Et donc, il a fallu des expériences pour trouver que la lumière, en fait, elle oscille dans toutes les directions possibles, perpendiculaires au déplacement. Donc c'est comme des vagues, mais vous pouvez avoir des vagues horizontales, des vagues verticales, des vagues penchées. Et les premières expériences sur la polarisation de la lumière sont dues à Malus, pareil au 19e siècle, mais même avant qu'on sache que c'est une onde électromagnétique en fait. Et avec des filtres, on arrive à sélectionner. Donc le soleil nous envoie une lumière qui est avec des vagues dans toutes les directions. Et puis on peut, avec des filtres, garder par exemple que les vagues verticales ou que les vagues horizontales, et puis regarder ce qui se passe après. Et donc parmi les applications de la polarisation de la lumière, il y a les lunettes de soleil polarisées, la photographie et les lunettes 3D. Et en particulier, donc je vais essayer de vous expliquer tout ça. Donc là, vous pouvez avoir deux filtres. Vous avez un filtre par exemple qui sélectionne que les vagues horizontales, et puis après vous remettez un filtre qui sélectionne que les vagues verticales. Comme les vagues, elles ne peuvent pas être horizontales et verticales, il n'y a plus rien qui passe, et ça vous fait de la lumière. C'est noir. Alors que là, il y a une partie qui passe, et là, il y en a une autre partie qui passe. La lumière qui nous vient du soleil, quand le soleil est bas sur l'horizon, donc c'est là qu'il nous éblouit. Quand il est là-haut, ça va, parce que nos yeux, ils ne sont pas ici, ça ne nous pose pas de problème. Et quand le soleil est bas sur l'horizon, il peut nous éblouir. Et une façon de couper la lumière du soleil sans couper la lumière qui est autour, c'est que cette lumière du soleil, quand elle est à ras sur l'horizon, elle est plutôt horizontale. Et donc les lunettes de soleil polarisées vont plutôt couper la lumière horizontale, et donc vont couper le soleil sans couper tout ce qui est autour, parce que celle qui est autour, elle est dans toutes les directions, elle peut être horizontale, verticale, et ainsi de suite.
Donc la lumière polarisée, enfin les lunettes de soleil polarisées, le principe c'est comme ça. Et les lunettes 3D, il faut différencier ce que reçoit l'œil gauche de l'œil droit. Et donc vous mettez des lunettes, un œil droit par exemple vertical, l'œil gauche horizontal, et puis vous pouvez, l'œil droit et l'œil gauche, voient deux images complètement différentes, et le cerveau reconstitue l'image 3D derrière. Donc c'est une façon de filtrer et de faire des lunettes 3D. Donc on a bien progressé dans la compréhension de ce que c'est que la lumière. Donc on sait que c'est une onde électromagnétique. On peut interpréter les couleurs avec des grandeurs physiques. On sait qu'en plus, elle oscille dans tous les sens. Et maintenant, la dernière question qui a pas mal perturbé les scientifiques et qui va conduire à d'autres évolutions, c'est dans quoi avance la lumière. Donc les vagues à la surface de l'eau, c'est à la surface de l'eau, vous enlevez la mer, il n'y a plus de vagues. Le son, c'est dans l'air, c'est de la pression de l'air, ou le petit déplacement de l'air, et vous enlevez l'air, vous ne pouvez plus parler, vous ne pouvez plus communiquer, le son ne passe plus. Et donc dans quoi se déplace la lumière? Donc évidemment, ça devait se déplacer dans la matière comme le reste, et ça c'est appelé l'éther. Et donc, est-ce qu'on pouvait mettre en évidence l'éther dans lequel la lumière se déplace? Et ça a conduit aux expériences de Michelson-Morley au XIXe siècle aux États-Unis. Et donc, l'idée de Michelson, c'était de se dire, si la lumière se déplace dans l'éther qui emplit tout l'espace, parce qu'elle est entre le Soleil et la Terre, la lumière nous vient du Soleil jusqu'à la Terre, donc s'il y a de l'éther, il doit remplir tout l'espace. Et donc la lumière se déplace dans l'éther comme des vagues. Et puis comme la Terre, elle bouge, peut-être que, en fonction des positions de la Terre, la vitesse de la lumière entre la Terre et le Soleil ne doit pas être la même en fonction du déplacement, parce qu'il faut que les vagues arrivent à rattraper la Terre. Ou soit la rattraper, soit la dépasser. Et puis donc évidemment, pour voir ça, il faut des objets qui se déplacent très rapidement, parce que si on prend un train ou ce genre de choses, on ne va pas assez vite, vu la vitesse de la lumière. Et la vitesse de la Terre, c'est à peu près 30 km par seconde. Alors on est loin des 300 000, mais pas si loin que ça. Et donc il s'est dit, peut-être qu'avec ça, je vais pouvoir voir, grâce au changement de la vitesse de la lumière en fonction de la position de la Terre, trouver l'éther. Et en particulier, comme la Terre se déplace comme ça, si je regarde sur l'axe de déplacement ou vertical, il y a un changement, parce que verticalement, la Terre ne bouge pas, alors qu'horizontalement, elle bouge. Et donc, entre la verticale, c'est-à-dire nord-sud et est-ouest, je devrais pouvoir voir une différence. Donc, il a inventé un système optique, qu'on appelle de nos jours un interféromètre de Michelson, pour essayer de voir est-ce qu'il y a une différence de vitesse de la lumière en est-ouest et en nord-sud, qui pourrait être expliqué par le déplacement de la Terre par rapport à l'éther. Et donc cet instrument est excessivement précis, c'est une petite merveille. Et ce que Michelson a montré en 1880 et qu'il a reproduit en 1887 avec Morley, c'est qu'il n'y a pas de changement. Que vous soyez au printemps, en automne et ainsi de suite, vous retournez le Michelson, rien à faire, il n'y a pas d'éther qui apparaît. Et donc ce que conclut Michelson, c'est que s'il y a un mouvement relatif entre la Terre et l'éther luminifère, il doit être tout petit. Et donc soit on peut imaginer que l'éther court après la Terre, ce qui est quand même assez fou, soit qu'il n'y a pas d'éther. Et donc la conclusion de cette expérience, c'est plutôt que l'éther n'existe pas. Et Michelson lui-même dit, j'ai inventé une machine assez extraordinaire qui a conduit à une conclusion négative, que ça n'existe pas. Et donc c'est assez décevant pour lui. Mais pour vous dire l'importance de cette machine, vous avez peut-être entendu il n'y a pas si longtemps qu'on a découvert des ondes gravitationnelles, et les ondes gravitationnelles ont été découvertes grâce à un Michelson, qui est un peu plus grand que Michelson, parce qu'un bras faisait 3 km, mais c'est exactement le type d'appareil de Michelson qui a permis de découvrir les ondes gravitationnelles il n'y a pas si longtemps que ça, cette année. Et donc, la disparition de l'éther pose d'autres problèmes de physique fondamentaux et a conduit à la naissance d'une nouvelle science qu'on appelle la relativité et que je vais essayer de vous expliquer. Donc, on reprend le problème de Michelson-Morley. Donc, quand vous vous déplacez dans un train avec une vitesse V2
et que le train se déplace à la vitesse V1, vous vous déplacez par rapport au sol à la vitesse V1 plus V2. Tout le monde voit ça quand on regarde le paysage à travers la fenêtre. Ce qu'a découvert Michelson-Morley, c'est que la lumière, s'il n'y a pas d'éther, elle doit se déplacer aussi avec des changements. On doit avoir ça. Et l'expérience montre que non, la vitesse, elle est la même. La vitesse de la lumière, elle est la même que la Terre se déplace ou que la Terre se déplace pas. Que le train marche ou que le train marche pas. Donc, si vous avez une lampe, la lumière, elle va à la vitesse C par rapport au train. Si vous êtes sur le sol, la vitesse, elle va à la vitesse C, la même vitesse par rapport au sol que ce déplacement ou pas. Alors, avec un train, ça se voit pas par rapport à 300 000 km/h, mais même avec la Terre, on voit aucun changement. Donc, la vitesse de la lumière est la même partout, que vous déplaciez ou vous déplaciez pas. Et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et puis, on a Lorentz, en 1904, refait une démonstration mathématique de ce phénomène à l'aide des équations de Maxwell qui sont à la base de déplacement de la lumière, des ondes lumineuses. Et donc on a à la fois la démonstration expérimentale de Michelson-Morley et la démonstration mathématique que la vitesse de la lumière est la même partout. Alors, qui a expliqué ça ? Eh ben, c'est Einstein, ça vous le savez. Donc on arrive à la relativité d'Einstein. Et Einstein a fait des expériences de pensée. Donc il a dit, si j'arrive à courir à la vitesse de la lumière et je tiens un miroir devant moi, est-ce que je vais me voir dans le miroir ? Donc la réponse, elle est oui, parce que même si vous courez à la vitesse de la lumière, la vitesse par rapport à vous, elle continue à être à la vitesse de la lumière. Donc ça, c'est complètement fou. On n'arrive pas, notre petite cervelle a du mal à comprendre ça, mais oui, et le reflet est immobile. Et donc, Einstein a dit, si la vitesse est constante, la vitesse c'est une distance divisée par un temps, dans ce moment-là, si la vitesse ne change pas, c'est les distances et les temps qui changent. Et que si vous déplacez, vous avez une horloge à l'arrêt ou une horloge qui se déplace, elle ne va pas indiquer les mêmes heures. Et si vous avez une règle à l'arrêt ou une règle qui se déplace, elle ne va pas indiquer les mêmes longueurs. Et donc, c'était la seule façon de résoudre cette idée que la vitesse, elle ne change pas. Il fallait changer la distance et le temps, qui n'étaient plus des grandeurs absolues, mais qui dépendent du fait que vous déplaciez ou pas. Avec des équations, il a démontré ça, et après, il a proposé des expériences pour le vérifier. Et donc, il a modifié l'espace et le temps quand on se déplace. Donc, d'où le nom de relativité. Le temps et l'espace, des notions absolues, sont devenues des notions relatives. Donc voilà pour une des premières révolutions du XXe siècle qui nous vient de la lumière. La lumière, elle a engendré une deuxième révolution début XXe siècle, qui est le retour à la question, est-ce que c'est une onde ou un corpuscule ? Et la réponse, c'est que c'est aussi un corpuscule, donc c'est encore plus compliqué pour notre petite cervelle à comprendre tout ça. Et ça vient d'un autre problème de physique qu'on appelle le rayonnement du corps noir. Donc le corps noir, c'est un objet complètement abstrait des physiciens qui nous dit que c'est quelque chose qui absorbe toute la lumière. Si vous l'éclairez, il réfléchit rien, il absorbe tout, mais si vous le chauffez, il se met à rayonner. Et donc des corps noirs, on en connaît plusieurs. Donc ça, c'est un objet idéal qui a été étudié par Kirchhoff fin 19e siècle. Et il a démontré que le rayonnement émis ne dépendait que de la température. Alors, quelques exemples d'applications. Le soleil lui-même est éclairé par personne. Pourtant, il nous éclaire. Et donc, pourquoi il nous éclaire ? C'est parce qu'il est très chaud. Et puis, la température du soleil peut être déterminée par sa température. La température permet de connaître quelle est la quantité de lumière qu'il émet. Vous avez aussi de l'acier en fusion, même si vous êtes dans le noir, qui est l'acier éclairé par personne, il devient lumineux. C'est aussi un corps noir, c'est-à-dire que c'est à cause de sa température qu'il se met à rayonner. On le voit à l'œil nu. Si vous allez dans des températures plus basses, donc là c'est un chien, on ne le voit plus à l'œil nu, mais si vous aviez des yeux qui pouvaient voir dans l'infrarouge, vous verriez le chien rayonner dans l'infrarouge de cette façon-là. Et donc ça intéresse les militaires pour voir dans le noir. Puis après, si vous allez vers des températures très très basses, l'univers lui-même, il est très froid, mais il émet une lumière due à une température qui est le bruit de fond cosmologique. Et on a une température qui est proche du zéro absolu pour l'univers quand vous mesurez les photons qui sont dedans. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le rayonnement du corps noir. Et on n'arrivait pas à l'expliquer par des images, par un modèle simple. Et en fait, à la fin du 19e, en 1901, fin 19e, début 20e, donc en 1901, Lord Kelvin, William Thomson, qui est devenu Lord Kelvin, dit que
À la fin du 19e, on a expliqué toute la physique. Il reste 2 petits nuages noirs. Un premier nuage noir, c'est l'expérience de Michelson qui nous pose un problème parce que la vitesse de la lumière, elle ne se comporte pas comme on imagine. Ça a conduit à la relativité d'Einstein. Et le deuxième petit nuage noir, c'est le rayonnement du corps noir qui, lui, a conduit à la mécanique quantique. Et donc, pour expliquer le rayonnement du corps noir, il a fallu que Planck propose, il a dit, la seule façon d'expliquer ça, c'est que la lumière, c'est pas seulement une onde, c'est aussi des grains. Alors lui-même, il a dit, j'y crois pas, mais je vois pas comment expliquer autrement, mais la lumière, elle ne peut pas prendre toutes les énergies que je veux et les quantifier, il n'y a que certaines valeurs qui sont montrées. Et donc, ça, c'est la naissance d'une nouvelle science qu'on appelle la mécanique quantique. L'expérience qui permet de le démontrer, c'est l'effet photoélectrique. Et là, on retrouve Einstein, la même année que la relativité. 3 papiers très importants d'Einstein en 1905. Relativité, l'effet photoélectrique, il aura le prix Nobel pour ça, et le mouvement brownien, qui est l'agitation des atomes. Il a créé 3 sciences la même année. C'est assez fou. Et l'effet photoélectrique, c'est celui qui vous permet de faire de la lumière avec des panneaux solaires. Et en fait, que vous ayez peu de lumière qui fasse sombre comme maintenant, ou beaucoup de lumière, vous êtes à midi en plein soleil, vous pouvez, ce qui va faire, est-ce que vous créez de l'électricité ou pas, c'est pas la quantité de lumière, c'est l'énergie de chaque grain de matière, chaque grain de lumière. Et chaque grain de lumière peut arracher ou pas, et ça dépend un peu de la couleur qu'il a. Et donc, si vous êtes le soir comme maintenant, vous avez peu de lumière, vous allez quand même créer de l'électricité sur vos panneaux solaires. Il n'y a pas de seuil. En revanche, vous allez en créer peu. Si vous avez beaucoup de lumière, vous allez toujours, il n'y a pas de problème, vous allez créer toujours de l'électricité. Vous allez en créer plus, mais le seuil, il est le même. Il y a pas. Et donc ça, c'est l'effet photoélectrique, montre que la lumière, c'est forcément des grains. Ça, on ne peut pas l'expliquer, l'effet photoélectrique, avec des ondes. Donc ça, c'est l'expérience type qui a démontré que la lumière, c'est à la fois une onde et une particule. Après, comment on arrive à concilier les deux, là, on s'arrange chacun dans sa petite tête et on n'est pas tous d'accord entre nous parce que ça devient complètement fou. Donc, j'arrive au bout. En résumé, qu'est-ce que la lumière ? Donc, c'est une onde, c'est-à-dire c'est un transport d'énergie sans transport de matière. Ça, c'est vrai pour les vagues. Les vagues, elles avancent à la surface de l'eau, mais l'eau ne suit pas les vagues. Si vous avez une mouette qui flotte, elle flotte sur la mer, elle n'est pas emportée par la vague. Donc les histoires des vagues qui emportent les gens, c'est les tsunamis, oui, mais pas les vagues. Donc c'est un transport d'énergie sans transport de matière. Donc ça, c'est une onde. Ça peut être donc un rayon lumineux. Ça, c'est quand vous achetez des lunettes ou vous regardez le faisceau là, c'est un rayon lumineux qui arrive du vidéoprojecteur à l'écran. Et on peut décrire beaucoup de choses avec ça. C'est une onde électromagnétique en plus, on sait. Donc ça avance comme les vagues. Et puis c'est aussi une pluie de particules qu'on appelle des photons. Puis en plus ces photons, ils sont complètement extraordinaires. Ils ont une masse qui est égale à 0. Donc c'est des particules qui n'ont pas de masse. Donc il faut arriver à comprendre ça. Donc qu'est-ce que c'est si ça n'a pas de masse ? Et donc il y a quand même une expérience qui date du XXe siècle qui a réussi à réconcilier tout ça et de démontrer que la lumière est à la fois une onde et une particule. Donc vous reprenez les différents de Young, donc les interférences, et puis vous mettez des filtres et vous laissez passer qu'une très très peu de photons, une dizaine, et vous allez avoir une dizaine de points qui apparaissent. Puis vous laissez passer un peu plus de lumière sur une plaque photo, donc vous voyez un peu plus de points qui apparaissent. Donc ça, c'est bien la preuve que c'est la lumière et un corpuscule. Et puis vous en laissez passer beaucoup. Puis après, vous vous rendez compte que les points, ils se mettent pas vraiment n'importe comment, qu'il y a des endroits plus lumineux que d'autres. Et donc ça prouve que c'est bien une onde quand même à la fin. Et donc cette expérience montre que la lumière, c'est à la fois une onde et des particules. Et puis il faut qu'on se débrouille avec ça. Donc à quoi sert la lumière de nos jours ? On a tendance à l'oublier à cause de la pollution lumineuse, mais c'est d'abord ce qui nous permet d'observer le ciel et le monde et d'admirer le monde dans lequel on vit. Et on a tendance à ne plus lever la tête la nuit parce qu'on ne voit plus les étoiles, malheureusement. C'est aussi un moyen de nous éclairer et
de transporter l'information. Maintenant, on a des fibres optiques, les rayons laser qui servent pour lire des CD et tout ça. Donc la lumière, c'est à nous éclairer et à transporter l'information. C'est un moyen de faire de l'énergie. Et puis, oui, si l'information arrive là, c'est un moyen de transporter l'information dans les fibres optiques. Merci pour votre attention.